Je m'appelle Aminata, et voici mon histoire. Une histoire que je n'aurais jamais pensé devoir raconter. Née dans les rues animées de Yaoundé, au Cameroun, j'y ai grandi dans le confort d'une vie privilégiée. Mes parents étaient de ces entrepreneurs qui avaient su saisir les opportunités d'un pays en pleine croissance. Notre maison, grande et lumineuse, résonnait des rires de mon petit frère qui courait dans les couloirs. Je le revois encore, du haut de ses 10 ans, ses yeux pétillants de malice quand il me suppliait de l'aider à faire ses devoirs. Nous étions heureux, simplement heureux, sans imaginer un seul instant que le destin pouvait avoir d'autres plans. C'était la veille du Nouvel An, une nuit normalement réservée aux festivités et à l'espoir. Mes parents, comme à leur habitude, s'étaient rendus à une réunion d'affaires. Mon frère et moi étions restés à la maison, impatients de commencer la nouvelle année avec eux. Mais au lieu des éclats de joie, un coup de téléphone a plongé notre monde dans l'obscurité. Un accident tragique avait emporté nos parents. Le destin, en une nuit, avait tout changé. La douleur était indescriptible. Nous étions orphelins, désormais seuls dans une maison qui semblait soudain vide et glaciale. Nos oncles et tantes, prétextant une protection des intérêts familiaux, ont rapidement saisi tous les biens de nos parents. Sans ressources, nous avons été laissés à nous-mêmes, plongés dans une réalité cruelle. Mon petit frère, âgé de 10 ans à peine, ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. Je me suis juré de le protéger, de compenser, autant que possible, l'absence de nos parents. Mais les jours de privation et d'incertitude semblaient sans fin, et chaque pas devenait un combat. Nous avons rapidement dû nous adapter à une vie sans confort ni soutien familial. Mes tentatives de trouver un emploi restaient infructueuses. La faim et la peur nous tenaillaient, mais je ne voulais pas abandonner. Chaque soir, je réconfortais mon frère, cachant mes propres larmes. Un jour, tout bascula. Mon frère s'effondra soudainement, victime d'un malaise grave. Je l'ai conduit d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic était alarmant, une opération était nécessaire pour lui sauver la vie. Le coût, cependant, était exorbitant. Je devais trouver 2 millions de francs CFA. Dans ma quête désespérée, je suis tombée sur un ancien camarade de classe, Olivier. Bien que nous n'étions pas proches, il était l'une des rares personnes en qui je pouvais espérer de l'aide. Lorsqu'il a accepté de me prêter l'argent, j'étais pleine de gratitude. Mais sa condition m'a glacé le sang, il exigeait quelque chose en retour. L'humiliation qui s'ensuivit restera gravée dans ma mémoire. Olivier m'a emmenée dans un hôtel, et je me suis retrouvée à supplier pour qu'il finisse rapidement. Une fois son âme noire révélée, il m'a donné les 50 000 francs CFA. Je me précipitai à l'hôpital avec l'argent en main, espérant que cela suffirait à convaincre le médecin de commencer l'opération. Mais en arrivant, j'appris la nouvelle qui allait briser mon âme, mon petit frère était décédé. Mon monde s'écroula sous mes pieds. Je me suis évanouie, incapable de supporter le poids de cette perte. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre d'hôpital. La douleur était à la fois physique et émotionnelle. Mon frère était tout ce qui me restait, et il était parti. Les jours suivants furent un flou. Quelques amis et voisins bienveillants m'aidèrent à organiser les funérailles. Je restai silencieuse, incapable de pleurer davantage. L'enterrement fut sobre, mais chaque instant était une épreuve insurmontable. Une semaine après l'enterrement, je commençai à répondre aux messages de condoléances. Parmi eux, un nom attira mon attention, Olivier. Comment osait-il présenter ses excuses après ce qu'il avait fait ? Ma colère était intense. Je supprimai son message et bloquai son numéro sans réfléchir. Cependant, il insista. En passant par des amis communs, il parvint à m'envoyer un message sur WhatsApp. Cette fois, il prétendait vouloir s'excuser et affirmait être tombé amoureux de moi. Je ne répondis pas. En silence, je renvoyai l'argent qu'il m'avait donné et le bloquai à nouveau. Après avoir bloqué Olivier, j'ai décidé de m'éloigner de tout ce qui me rappelait la douleur. Je quittai la maison de mes parents, trop pleine de souvenirs amers, et trouvai refuge chez une amie proche. Là-bas, je commençai à envisager ma survie différemment. La perte de mon frère m'avait anéanti, mais je savais que je devais avancer. Petit à petit, je cherchais des opportunités pour m'en sortir. J'appris à vendre de petits articles sur le marché local, puis à développer des compétences de couture grâce à des tutos en ligne.
Ces activités m'aidaient non seulement financièrement, mais aussi à retrouver un semblant de dignité. Alors que je commençais à reconstruire ma vie, le souvenir d'Olivier refaisait surface de temps à autre. Des amis communs me racontaient ses tentatives pour s'excuser publiquement. Malgré ses efforts, je restais ferme dans mon refus d'interagir avec lui. Un jour, je reçus une lettre manuscrite de sa part. Il y exprimait ses regrets sincères et reconnaissait ses actes monstrueux. Il souhaitait se racheter, mais je savais qu'aucune excuse ne pourrait effacer ce qu'il avait fait ni réparer ma perte. Au fil des mois, j'ai trouvé une stabilité financière et un équilibre personnel. Je m'étais bâti une vie qui n'appartenait qu'à moi, loin des attentes de la société ou des pressions familiales. Mon travail et mes projets personnels étaient devenus ma priorité, et pour le moment, je n'avais aucune intention de me marier ou de me lancer dans une relation amoureuse. J'étais libre et indépendante. Lorsqu'on m'a de nouveau parlé d'Olivier, je n'ai ressenti que de l'indifférence. Sa présence dans ma vie appartenait au passé, et je n'avais aucun intérêt à revisiter cette période sombre. Je l'ai clairement fait savoir à nos amis communs, je ne voulais plus jamais le revoir, ni entendre parler de lui. Un jour, Olivier tenta une ultime approche, cette fois en se présentant directement à mon lieu de travail. Je fus choquée par son audace, mais je restai ferme. Je lui ai dit en face que je ne lui pardonnerais jamais et que je ne souhaitais plus aucun contact avec lui, sous aucune forme. Ce rejet clair marqua la fin définitive de tout lien entre nous. Olivier partit, probablement conscient qu'il n'y avait plus rien à espérer. Pour moi, c'était une libération totale.